Salut! On se retrouve enfin aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Du coup, je vais vous présenter les achats que j'ai fait au mois de février et au mois de mars. Ce qui va nous faire un total de 5 romans, 2 services de presse dont un album, un magazine et un manga. Tout d'abord, Entretien avec un vampire de Anne Rice aux éditions Pocket. Avec l'étiquette derrière, génial, j'avais pas fait gaffe. Ça fait un petit bout de temps que j'ai envie de le lire, donc j'ai décidé que j'allais me lancer parce qu'il me faisait bien envie. Je n'ai entendu que du bien de cette série pour l'instant, que ce soit le livre ou le film. Et en plus de ça, ma prof de fac, que lorsque j'avais mon cours sur la littérature de Grande-Bretagne du 19e, nous avait dit un petit peu en rigolant que ce roman c'était le dernier bon roman sur les vampires qui avait été écrit. Voilà. Oh ça va, faut pas se fâcher, c'est une petite blagounette hein. En tout cas voilà pour celui-là, et en même temps j'ai acheté ce roman de Jim Fergus, donc 1000 fans blanches, toujours chez Pocket. J'ai eu envie de le découvrir grâce à Maureen du Bazar de la littérature, si je dis pas de bêtises c'est elle qui l'avait présenté. En tout cas de base j'étais de toute façon intéressée par La Vengeance des mères du même auteur, qui est la suite de ce roman si je me trompe pas, et ça me paraissait plus logique du coup de commencer avec le premier roman avant de lire la suite. Ensuite avec ces deux achats j'avais le droit à un livre offert parmi une sélection. Du coup j'ai choisi un livre de Bernard Werber. Werber ou Werber? C'est Le Papillon des étoiles. C'était le plus intéressant dans le lot, et puis Bernard Werber, à force d'en entendre parler en bien, j'avais envie de le découvrir. Ensuite on a deux gros romans young adultes dont je vais pouvoir vous parler un petit peu parce que je les ai plus ou moins lus tous les deux. Pour commencer, Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas aux éditions de La Martinière, et le tome 2 de Magnus Chase et les dieux d'Asgard, donc là qui s'appelle Le marteau de Thor aux éditions Albin Michel, collection Wiz, de Rick Riordan évidemment. Alors que vous dire? Pour commencer, Magnus Chase, j'avais adoré le tome 1, j'ai beaucoup aimé le tome 2, j'irai pas jusqu'à dire que ça a été un coup de cœur, mais ça reste une bonne lecture. Nos personnages continuent de vivre un nombre incalculable d'aventures dans les 9 mondes. Il se passe toujours quelque chose, donc on n'a jamais le temps de s'ennuyer. C'est toujours assez amusant. Après, pourquoi ça n'a pas été un coup de cœur? Ça vient du fait, je pense, que j'ai trouvé qu'il y avait parfois certaines facilités. Alors oui, d'accord, dans les romans de Rick Riordan, il y a parfois quelques facilités, mais j'ai toujours trouvé que ces facilités étaient très bien justifiées, très bien placées, et ça posait absolument pas de problème pendant ma lecture. Mais dans celui-là, j'ai trouvé qu'il y en avait quand même un petit peu trop. Ce qui fait que certains périples ont été plus faciles que d'autres à résoudre finalement, et plus grotesques qu'autre chose. Il n'empêche que ça reste pour moi une lecture plutôt agréable, toujours drôle et divertissante, c'est ce que j'aime dans cette série principalement, en plus de la manière toujours dont Rick Riordan revisite la mythologie, et il me tarde ma foi de lire le 3e tome. Ensuite, concernant Un palais d'épines et de roses, j'ai eu envie de le lire à force d'en entendre de très bons échos, notamment sur YouTube. Pour l'instant j'en suis à la moitié comme vous le voyez, et je dois dire que je traîne un peu ma lecture en fait. Pour vous dire, je l'avais commencé avant Magnus Chase, je l'ai mis en pause pour lire Magnus parce que j'avais envie de changer d'univers. J'ai essayé de reprendre, mais pour l'instant ça prend pas quoi. Honnêtement, même si j'adhère pas spécialement, je trouve que c'est un bon livre. Le côté réécriture est très bien maîtrisé, l'univers en lui-même est assez intéressant. Après moi concrètement, ce qui me pose problème avec ce roman, c'est juste que j'arrive pas à rentrer dedans en fait. Ça me passe totalement au-dessus de la tête cette histoire. Pour moi c'est un roman qui n'a pas tellement de saveur malgré ses qualités. Ce qui est fade aussi, c'est Fer, l'héroïne. Franchement, j'adhère pas avec elle, je la trouve pas attachante du tout. Je dis pas qu'elle est détestable, c'est pas le cas, mais elle a rien de spécialement attachant non plus. Pour moi elle est aussi attachante qu'un bout de bois quoi, j'en ai rien à faire en fait. Pour ce qui est des autres personnages comme Tamlin ou alors Lucien, ça va, c'est des personnages que j'aime bien, mais pareil, même si je les aime bien, franchement, encore une fois ça me passe au-dessus de la tête. Je le lis sans grande attention ni grande conviction, ça me distrait pas spécialement, y a rien qui m'intéresse plus que ça dans ce roman je dois dire, donc voilà. Alors est-ce que ça rentre juste pas dans mon humeur du moment, ou est-ce que j'accrocherai vraiment jamais avec ce livre? Ça je ne sais pas. Peut-être que je le finirai un de ces 4 quand même, mais pour l'instant c'est en stand-by, voilà. En plus pour ma part j'ai jamais été vraiment fantasy, c'est un genre que j'aime pas plus que ça en fait. Autant j'adore le surnaturel ou le fantastique quand ça vient se mélanger avec le monde réel, j'adore ça, mais tout ce qui est fantasy, les univers créés de toutes pièces, etc. je préfère en film, en livre j'ai beaucoup plus de mal. Ensuite j'ai été gentiment contactée par message par les éditions d'Adoclem, c'est une petite maison d'édition bordelaise si je ne dis pas de bêtises, et ils m'ont proposé de recevoir un de leurs nouveau livre qui s'appelle donc Magnus le dernier chaman, avec un petit mot,
C'est un roman écrit par Laurent Peyronnet et Godot. C'est le tome 2 d'une série. Normalement, le premier tome s'appelle Magnus, une histoire de tuer le temps. Je sais plus exactement. Je n'ai pas lu le premier tome, je vous l'avoue. Mais j'avais quand même envie de recevoir ce roman. Déjà parce que le titre, c'est Le Dernier Chaman et qu'il y a le mot chaman dedans. En fait, j'aime bien les histoires de chaman. Ensuite, j'ai lu le résumé. Et franchement ça m'a pas mal plu. Et enfin de base je crois quand même que c'est une série très jeunesse. Donc je me suis dit que j'allais pas trop galérer à comprendre l'histoire même sans avoir lu le premier tome. Le premier tome le voilà, c'est donc une histoire pour tuer le temps, c'est ça. En tout cas le livre en lui-même est très sympa. Il y a quelques illustrations par moment. Là par exemple. Voilà. Et les pages elles sont en papier glacier. Ensuite, ce qui est pas mal aussi, c'est que c'est un livre interactif, c'est-à-dire que vous avez un flashcode que vous pouvez scanner avec votre smartphone et vous aurez accès à des documents tels que des images, de la musique ou des vidéos qui vont avec le roman, peut-être même qui sont dans l'histoire, je ne sais pas puisque je ne l'ai pas encore lu. Mais voilà, je trouvais ça assez chouette comme expérience. En plus de ça, dans le message, on m'a gentiment proposé de choisir dans leur catalogue un ou plusieurs autres ouvrages. D'ailleurs, je précise parce que c'est plutôt intéressant, c'est une maison d'édition qui publie des bandes dessinées en bilingue, tel qu'en anglais, en allemand, en chinois aussi, enfin bref. J'en ai pas pris mais je trouve que c'est plutôt intéressant et que si vous cherchez des œuvres en bilingue plus simples d'accès que des romans, ou du moins plus visuels, bah voilà. Vous êtes au courant maintenant. Et pour en revenir à nos moutons, du coup j'ai demandé pour ma part si c'était possible de recevoir un album de leur catalogue qui me plaisait pas mal. Il s'appelle Perce-Neige. Ça m'a d'ailleurs fait penser à la booktubeuse Il était une fois Perce-Neige. Voilà, dès que j'ai vu l'album, ça m'a fait penser à elle, petit aparté. Donc Perce-Neige est écrit par Maria Aglikina et Emma Vaccarelloa. Voilà, super, merci. Je l'ai lu et franchement c'était hyper sympa comme histoire. Un petit album mignon, plutôt intéressant, que j'ai pas mal apprécié. Je vous montre l'intérieur, les dessins. Voilà, une page complète. Ensuite avec du texte, ça se présente comme cela. On passe maintenant à la partie manga, je n'en ai qu'un à vous présenter. Et oui, j'ai acheté qu'un seul manga en 2 mois. Oulala, je suis malade. C'est le premier tome d'une nouvelle série qui s'annonce géniale. En tout cas, ça a été un gros coup de cœur. Il s'agit de Reine d'Égypte de Chie Inuda, paru chez les éditions Kiyun. Ce manga, c'est une fresque historique. C'est repris de personnages qui ont réellement existé. On est sur le parcours de la jeune Hatshepsut, qui a donc été une des grandes reines d'Égypte. C'est une femme qui nous est décrite comme charismatique, intelligente et en avance sur son époque. Dans ce premier tome, on la découvre donc d'abord jeune femme, prête à se marier à Séti, son demi-frère, qui va donc en l'épousant accéder au trône et donc au titre de pharaon. Et en fait, on va se rendre rapidement compte que Séti, eh bien, c'est un petit peu un gros con, je le dis comme ça. Allez. En tout cas, Hatshepsut ne compte pas se laisser impressionner ni se laisser faire. Elle connaît bien Séti et elle sait qu'il n'est pas fait pour être pharaon, tandis qu'elle, elle dispose de plusieurs qualités qui feraient d'elle une excellente souveraine. Sauf que voilà, c'est une femme et à cette époque-là, ce n'est pas les femmes qui régnaient. En tout cas, la jeune reine ne l'entend pas de cette oreille-là. Elle va essayer de tout faire pour s'affranchir de sa condition de femme, pour aller au-delà. Donc c'est ce qu'on va découvrir un petit peu tout doucement avec cet homme. Mais on va aussi avoir beaucoup de flashbacks dans son passé, dans son enfance. Donc on va la voir plus jeune quand elle était un petit garçon manqué. Et en fait, dans ce tome-là, on nous raconte surtout le soulèvement de cette reine, de ce qui va lui arriver, de comment elle va en venir à changer. On sent vraiment qu'on nous installe l'histoire, que son combat est très loin d'être terminé, qu'il ne fait que commencer. Et franchement, c'est juste génial. Je vais vous montrer quelques dessins parce qu'ils sont vraiment superbes. Là, vous avez Hatshepsut quand elle était donc plus petite. Là, vous pouvez la voir un peu plus adulte. Voilà une autre page. Et je vous remonte les couvertures, en tout cas la 4e de couverture et la première parce que je la trouve absolument magnifique. C'est un manga seinen, donc à ne pas mettre entre les mains de jeunes enfants spécialement. Enfin, en tout cas, c'est pas à eux que ça s'adresse en particulier. Et apparemment, d'après ce qu'on nous dit sur la 4e de couverture, ce serait un manga vachement bien documenté. Tout ça fait que je trouve ce manga hyper intéressant. Je l'ai dévoré, franchement, je l'ai trouvé hyper bien du début à la fin. Et j'ai super hâte que la suite sorte en VF. Et pour finir ce book haul, je vais vous parler d'un magazine. Oui, d'un magazine pour une fois. J'ai acheté ceci. C'est donc un magazine qui s'appelle Le Point Pop et ils ont sorti un hors-série intitulé Mythes et origines des grands classiques Disney. Je vous en parle parce que je l'ai lu et Mamma Mia, je l'ai trouvé vraiment hyper bien documenté, hyper bien écrit et super intéressant. Au début, je vous le cache pas, je voulais pas trop spécialement l'acheter,
Parce que j'avais peur en fait que ce soit un magazine qui dit un peu que des choses que je savais déjà. Mais à ma très grande surprise, franchement ça n'a pas du tout été le cas. Du début à la fin, j'ai fait que apprendre des choses super intéressantes et enrichissantes. Tout le monde commence à se présenter la mise en page. En gros en fait, à chaque page on a un Disney. Donc là on a Peter Pan et Alice par exemple. Dans les dernières pages on a des articles un petit peu plus thématiques. Par exemple page 82 on a Et Disney créa la femme. Donc vous l'avez compris, c'est un article qui s'intéresse sur la place des femmes dans les Disney. Et on finit avec un psychotest que j'ai trouvé super intéressant et plutôt amusant je dois dire. Et c'est un magazine qui fait vraiment prendre conscience le fait qu'en fait les contes ça a toujours été revisité d'année en année et ça cessera jamais d'être revisité en fait. Même les contes de Perrault par exemple ou des Grimm, c'est déjà eux-mêmes presque des réécritures ou du moins ils sont inspirés de contes qu'eux-mêmes ont entendus. Enfin voilà quoi, en fait tout est inspiré de tout et les contes encore plus, ils ont toujours été réadaptés au fil des époques. À chaque époque on a des manières différentes de revisiter et de raconter les contes populaires parce qu'un conte voilà c'est ça le principe, c'est quelque chose qui traverse le temps de différentes façons et aussi sous différentes formes. On avait un article très chouette donc sur l'adaptation de La Belle et la Bête et aussi un que j'ai beaucoup aimé sur Cendrillon. J'ai vraiment beaucoup aimé la petite interview du réalisateur du film sorti en 2016. Je vous lis le petit extrait qui m'avait bien plu. Alors la question c'était, mais du coup Cendrillon n'est-elle pas un peu vieux jeu à l'heure du féminisme? Parce qu'on est d'accord que ces derniers temps, il faut avouer que la mode est plutôt aux héroïnes dites badass, donc qui savent se battre, qui ont du caractère. Et Cendrillon, eh bien, elle a pas, on va dire, elle a pas un caractère hyper affirmé. Et je vais vous lire la réponse du réalisateur par rapport à cette question du coup. C'est facile de balayer les choses qui parlent d'innocence et de sincérité comme étant niaises ou irréalistes. Certains pensent que Cendrillon devrait donner un coup de tête à sa marâtre, être une héroïne main sur les hanches, figure très en vogue aujourd'hui. Mais je ne voulais pas d'une femme qui soit forte simplement parce qu'elle emprunterait en quelque sorte des traits masculins, parce qu'on lui aurait mis un pistolet ou un arc dans les mains. Le vrai défi, c'est de prouver que la bonté, la générosité peuvent être séduisantes, charismatiques et sexy. Finalement, en optant pour une version classique, je me montre originale. Voilà, et en fait ce qui m'a beaucoup plu dans ce propos, c'est que le réalisateur nous dit que pour être badass, eh ben, on n'a pas besoin forcément de mettre des coups de poing aux gens, ou de savoir tirer à l'arc, ou monter à cheval, ou je ne sais quoi encore. D'ailleurs c'est un peu ma vision du badass, pour moi c'est plus une question de force de caractère, de force de cœur même je dirais. C'est pas forcément une question de force physique ou de répondant, etc. Parce qu'une fille peut être très douce, très gentille dans la vraie vie, ça veut pas dire qu'elle est pas badass, on peut être très fort caractériellement, même en étant très gentil extérieurement. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros pour moi être badass c'est pas forcément avoir un caractère hyper affirmé ou une grande gueule. Je suis pas en train de dire que les filles affirmées etc ce ne sont pas des badass, hein. Au contraire, moi je veux juste dire que on peut être badass sans que ça se voit en fait. C'est ça que je veux dire surtout. Et que d'une certaine manière, la gentillesse ou le sourire, ça peut aussi être une manière d'être badass dans la vie, de rester fort. Enfin bref, ce magazine, je vous le conseille à 100%. D'ailleurs, que vous aimiez ou pas Disney, que ce soit un univers que vous connaissiez bien ou pas du tout, ça ne peut que nous aider à affiner notre jugement sur Disney, en tout cas sur l'univers, sur les studios, sur la filiale en elle-même. C'est un magazine que je vais garder précieusement, que je serais ravie de relire un de ces quatre. Bon voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je ne m'éternise pas, je vous fais de gros bisous, dites-moi ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Moi je pense que je vais commencer ce roman. Et oui, ou peut-être d'abord relire les contes de Perrault, c'est à voir. Bon, moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt donc pour la prochaine vidéo. Bonne journée ou bonne soirée à vous et surtout très belle lecture. Bye bye.